Je sais que c'est pas bon TikTok. Je sais que c'est pas bien que je passe autant de temps. J'arrive pas à m'en empêcher. C'est mot pour mot ce que dit quelqu'un qui est accro à la cocaïne. J'ai commencé à proposer à mes collègues, aux gens de mon entreprise, de faire les appels en marchant, de plus être en visio. Et on m'a pris pour un dingue. Qui sont littéralement, mais c'est pas un cliché, la clope au bec avec une bière à la main en train de te dire Non mais l'alimentation c'est tellement important, de toute façon si tu manges pas bio t'as rien compris. et qui sont totalement sédentaires et qui passent complètement à côté de ce qu'est la vraie santé. Chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Smart Fire qui commence debout, comme vous pouvez le constater, pour l'importance du symbole, mais comme le setup ne le permet pas, parce que, comme vous le voyez, si je me mets debout, vous ne me voyez plus, on va se rasseoir pour pouvoir commencer cette passionnante discussion avec Alexandre Dana. Salut mon Alex. Salut Antoine. Les symboles sont importants. C'était très beau. Écoute, depuis que je fais des interviews sur la sédentarité, à chaque fois on me demande mais pourquoi est-ce que tu fais pas ces interviews en étant debout ? Et bah toi, tu as essayé. Je peux témoigner que tu as tout fait avec le studio pour qu'on puisse enregistrer sans être assis, mais cet environnement n'est pas pensé pour, et comme la plupart de notre environnement d'ailleurs, il est pensé pour être sédentaire. Parlons de ça. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui avec moi. Je te remercie d'avoir répondu présent à mon invitation. J'ai super hâte de vous partager toutes les découvertes d'Alexandre, évidemment tout son background et tout ce qu'il a découvert dans le cadre de son enquête pour la rédaction de ce génial livre qui est juste ici, qui s'appelle La chaise tue. Belle métonymie. On parle de la chaise, mais on va évidemment parler du symbole de la chaise et de ce que la chaise amène dans nos sociétés, dans notre quotidien, la sédentarité. Quelle est, selon toi, la conséquence la plus grave aujourd'hui dans notre monde contemporain de la sédentarité ? Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est le 4e facteur de mortalité au monde, premier facteur de mortalité évitable. On ne s'en rend pas compte parce qu'être assis, c'est confortable, c'est sympa, ça semble être reposant. La vérité, c'est que ça ne l'est pas et que c'est générateur de fatigue. On pourra y revenir. Moi, j'ai été au début effrayé parce que j'ai découvert sur la sédentarité et ses conséquences au cours de l'enquête. J'ai été effrayé d'apprendre de la part de cardiologues que tu as des personnes qui font des arrêts cardiaques à 30 ans à cause du temps passé assis sur des chaises, notamment depuis le début de leur vie professionnelle ou pendant leur enfance. J'ai été effrayé d'apprendre qu'il y a 2 millions de personnes au Japon qui sont des hikikomori, donc des personnes qui ne sont pas sorties de chez elles depuis 6 mois et qui font tout en étant assis, se commander à manger, travailler, entretenir parfois même des relations amoureuses. J'ai été effrayé d'apprendre qu'on a 4 millions maintenant de personnes qui sont diabétiques de type 2 en France et que la sédentarité a au moins autant d'importance, voire plus, que leur alimentation sur leur diabète. Et on pourra revenir après sur l'obsession du glucose et sur à quel point cette vision est peut-être très incomplète dans la compréhension globale du diabète. Avec joie. J'ai été effrayé d'apprendre que 28% des arrêts maladie l'an dernier en France, c'est les lombalgies et que les kinés sont tous en train de tirer la sonnette d'alarme en disant « mais c'est normal que vous ayez mal au dos si vous passez 10 heures par jour en étant assis sur une chaise et que vous contractiez des douleurs cervicales aussi, des tendinites du pouce surnommées tendinites du texto. Et enfin, et ça c'est un sujet dont j'aimerais beaucoup parler avec toi, j'ai été assez scotché par des discussions avec des médecins d'athlètes de haut niveau, notamment des médecins de clubs de foot professionnels, l'ancien médecin du LOSC, le club de Lille, qui me partageait cette notion de sportif sédentaire en m'expliquant que leurs athlètes ont de plus en plus de blessures, non pas à cause de ce qu'ils font à l'entraînement, mais à cause de ce qu'ils font en dehors de l'entraînement, à savoir jouer à FIFA, ou aussi du foot, mais via console de jeu. Ils passent beaucoup de temps à texter des fans sur TikTok et du coup, ils se tapent des blessures parce qu'ils sont des sportifs sédentaires. Et cette notion-là, elle a été très étudiée par plein de chercheurs et elle montre bien que le corps, il a besoin d'être constamment en mouvement. Il n'a pas tant besoin que ça de faire du sport. C'est un peu extrême ce que je dis. Il a surtout besoin de faire de l'activité physique et quelques séances de sport par semaine ne peuvent pas compenser une très forte inactivité physique. Tellement intéressant. Si vous entendez quelque chose qui vous semble culpabilisant dans les paroles d'Alexandre,
aucune Mm. inquiétude. Le but n'est pas de vous culpabiliser de faire du sport en vous disant le sport n'est pas suffisant. Mm. Bien au contraire, c'est de simplifier la réflexion et la progression mentale qui nous amène dans l'impasse qu'on connaît aujourd'hui et d'amener des solutions faciles, euh, extrêmement drastiques, mais super simples à mettre en place et à implémenter dans son quotidien pour ne pas s'abrutir avec des injonctions mentales de il faut que je fasse ci, je fais pas assez, il faut que je surveille ma nutrition, tous mes micronutriments, que j'ai tant de niveaux d'activité physique par jour, que je fasse de la zone 2, de la zone 3, du 8, etc. Mais au contraire, comprendre quels sont les réflexes les plus importants et les leviers les plus efficaces sur lesquels agir pour pouvoir rester en bonne santé le plus longtemps possible et vivre sa vie avec Mm. toute l'énergie nécessaire pour pouvoir profiter de tout ce que la vie a à nous offrir. C'est trop intéressant tout ce que tu nous dis. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, c'est vrai que c'est surprenant qu'on en soit arrivé là parce que l'être humain, notre corps, c'est une capacité incroyable à être en mouvement. Moi, j'ai découvert via cette enquête, on a passé 2 ans dessus avec mon co-auteur Victor Fersing, que les humains battent des chevaux sur des courses d'endurance. On est bien meilleur que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux sur cette activité physique de la marche avec un poids. Nos ancêtres, les fameux chasseurs-cueilleurs, on en revient toujours à eux, marchaient en moyenne 15 kilomètres par jour, ils portaient des charges lourdes. Et alors, qu'est-ce qui se passe si on regarde notre anatomie? On a des pieds, on a sur ces pieds des tendons d'Achille. Ce tendon d'Achille, il fait l'office d'une catapulte, donc il économise l'énergie dont on a besoin à chaque pas. Mhm. Le mouvement de nos jambes, c'est un mouvement de pendule qui, pareil, déclenche ce qu'on appelle une énergie cinétique et ça nous fait économiser, euh, encore une fois, de l'effort nécessaire pour marcher. Et surtout, on transpire. Je ne sais pas si tu as un chien, mais tu sais, les chiens, quand on Pas fait encore. des... Pas encore, ça va venir. Quand on fait des randos avec des chiens, ils allaitent, ils ont la langue qui pend. Exactement, tu le fais très bien. Parce qu'ils transpirent beaucoup moins que nous. Nous, on est capable de perdre jusqu'à 8 litres d'eau par jour. Et ça, c'est incroyable parce que ça nous permet de thermoréguler et donc de marcher. Donc, de base, on est fait pour être en mouvement et on s'est construit en tant qu'espèce humaine en marchant, en explorant, en bâtissant, en portant des choses, en bricolant, en tapant avec des outils, en cultivant des terres, en jardinant, etc. Et puis, révolution agricole, révolution industrielle, révolution technologique, arrivée des réseaux sociaux, arrivée récemment de l'intelligence artificielle, et tout ça, ça donne des technologies du confort et non pas des technologies de l'effort. Et donc avec ces technologies, sans qu'on s'en rende compte, on est arrivé dans un monde où il y a 8 millions de travailleurs de bureau en France, et encore le chiffre est sous-estimé parce que ça ne compte que les salariés, ça ne compte pas les travailleurs indépendants. Et donc 8 millions de personnes qui travaillent dans des bureaux, des open space, avec une chaise, un bureau qui n'est jamais un bureau assis debout quasiment, une chaise qui n'est pas un siège ballon, et une position assise pendant 8 heures. Des transports, métro, voiture, où on est également assis. Des loisirs qui avant étaient d'aller jouer, faire des cache-cache dans la forêt, mais aujourd'hui ça peut être des jeux vidéo. Des villes qui sont pensées majoritairement pour les voitures. Une école où les enfants sont assis sur une chaise. Et donc tout notre environnement est devenu un environnement sédentaire. Et tu avais raison de le dire, l'idée, c'est pas de se culpabiliser. Moi, c'est tout l'axe qu'on a dans ce livre, c'est de dire, il y a un David contre Goliath qui est en jeu. C'est exactement le même sujet sur notre capacité à avoir de l'attention. Il y a un livre que j'adore qui s'appelle « On vous vole votre attention » d'un journaliste britannique qui s'appelle Johan Hari, dont j'ai eu la chance d'être l'éditeur en France, qui explique bien cette situation où il y a tout un environnement qui œuvre contre nous. Donc on peut réagir à un niveau individuel, il faut aussi réagir le plus possible au niveau collectif avec ses amis, avec sa famille, avec ses collègues pour remettre du mouvement. Toi et moi, on a la chance de se connaître aussi en dehors. J'ai déjà dû faire 1 ou 2 restos avec toi, mais 90% de mes souvenirs que j'ai avec toi en tant qu'ami, c'est des souvenirs où on est en mouvement. On est en train de marcher, on est en train de se taper le fameux col de Liparla dans le Pays Basque avec 1200 de D+, par une pluie battante qui nous a séchés. Absolument. Mais en tout cas, on a cette capacité à être en amitié tout en étant en mouvement. Quand je me souviens
de mes moments d'amitié il y a 10 ans, à l'époque où moi j'étais un sédentaire profond et le réflexe pour se voir, c'était on se fait un café, on se fait une bouffe, on va se prendre des bières en regardant le match de foot. Bah, j'ai peur. J'ai peur et je réalise à quel point il faut œuvrer à toutes ces strates de collectif pour lutter contre la sédentarité. On ne peut pas y arriver juste tout seul, il faut bosser à plusieurs. D'autant plus qu'on dit 8 millions de travailleurs de bureau. Par exemple, toi et moi, on n'est pas comptés dans les stats. Parce Absolument. qu'on est entrepreneur, Mmh. donc on n'est pas considéré comme assimilé salarié, alors Mmh. que pour autant, corrige-moi si je me trompe, mais moi, si je me force pas à être actif au sein de mes journées, Mmh. 90% de mon emploi du temps, sur la création de contenu, sur les recherches, sur l'encadrement, la pédagogie, la transmission, l'animation de communauté, etc., se fait chez moi, assis derrière un écran. Exactement. Toi aussi sans doute. Absolument, mais c'est la magie et le drame de ces technologies, c'est qu'elles nous permettent de tout faire à distance. Toi, ça te permet d'enseigner, de former à des personnes qui ne sont pas physiquement au même endroit que toi. Ça te permet de créer des contenus sur internet, mais du coup, tout ça se fait, sur un écran. Alors après, il y a des solutions, on pourra y venir. Il est possible de faire des coachings en marchant, il est possible de faire même des sessions de thérapie en marchant. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place, mais il faut d'abord conscientiser, je suis entouré de technologies qui me sédentarisent. Ouais. J'avais cette notion bien ancrée du fait qu'on se sédentarisait au fur et à mesure de l'évolution dans sa propre vie. Parce que comme tu l'as dit, quand on est enfant, moi, j'ai Mmh. le souvenir d'aller à l'école le matin avec mon petit cartable, Mmh. de marcher. Ensuite, quand tu es un peu plus indépendant, quand tu as 10, 12, 15 ans, que tu peux aller au collège puis au lycée tout seul, bah, tes parents, ils t'emmènent plus. Si tu es à Mmh. distance de marche, donc tu fais 3, 4, 5, 6 kilomètres peut-être dans la journée, rien que pour aller et venir. Tu vas à la cantine, tu as ta cour de récré, tu bouges, tu cours, après les Mmh. ballons, après les filles, après ce que tu veux. Donc, tu es beaucoup plus actif. Mmh. Et en plus, si tu as la chance d'avoir été éduqué dans un environnement ou une famille sportive, et bah, le soir, quand tu as fini tes devoirs, on t'emmène au judo, au foot, à la danse, à Mmh. l'équitation, que sais-je. Mmh. Et donc, tu as quand même petit une vie qui est extrêmement active. Si vous regardez les enfants jouer quand il y a des réunions de famille, alors ce qui m'attriste, c'est que c'est de moins en moins vrai, de moins en moins le cas. Mais quand on voit les enfants jouer, quand on fait, je sais pas moi, une journée piscine ou une journée dans la nature ou un barbecue ou un mariage, il y a toujours les parents qui sont sérieux avec leur verre, qui discutent, qui sont parfois assis, etc. Et les enfants, dans un monde où les choses sont bien faites, courent partout, Oui. après les chiens, après les poules, après Mmh. les ballons, Mmh. et ils sont extrêmement actifs. Et la plupart des enfants ont une NEAT, c'est-à-dire une Non-Exercise Activity Thermogenesis, donc cette fameuse thermogénèse non liée à l'activité physique volontaire, donc non liée au sport, Mmh. c'est-à-dire la simple énergie que mon corps brûle dans le cadre de mes activités quotidiennes, comme ce qu'on est en train de faire maintenant, qui est beaucoup plus élevée que les adultes, parce que quand on est petit, on court partout. C'est généralement Mmh. la raison pour laquelle aussi bah, les petits sont assez athlétiques. Normalement, un enfant qui est en bonne santé, Oui. il n'a pas de surpoids. Et Mmh. la raison pour laquelle, malheureusement, au fur et à mesure qu'on évolue dans sa propre vie, comme tu l'as si judicieusement rappelé, on s'adosse des responsabilités, on prend une charge mentale supplémentaire, on prend une charge professionnelle supplémentaire, et on évolue petit à petit dans un environnement qui, malheureusement, n'est pas fait pour l'activité et la dépense énergétique, mais pour la productivité dans le cadre de l'entreprise et la production sociale, qui Mmh. nous sédentarise et qui nous enferme petit à petit. Donc j'avais cette notion au cours de la vie, Mmh. mais là où en plus tu mets cette deuxième couche d'analyse qui est trop intéressante, c'est qu'il y a en plus un effet systémique social qui fait que, Oui. alors que naturellement on a tendance à se sédentariser un petit peu à cause de tout ça, en plus maintenant la société nous sédentarise de fait à cause Mmh. de ces successives révolutions agricoles, industrielles, technologiques, Internet et maintenant l'IA. IA. Alors le cas des enfants, il y a plein de choses très, très intéressantes dans ce que tu viens de partager. Déjà, la notion de NEAT, il faut que tout le monde la connaisse. Absolument tout le monde. On devrait l'enseigner à l'école dès le plus jeune âge. On y consacre un chapitre entier dans le livre. Donc Ok. vraiment, hein, pour rappel, c'est l'activité physique qui n'est pas du sport. Marcher, bricoler, jardiner, prendre son vélo, porter, tout ce qu'on peut faire pour être en mouvement, c'est super, super important. Tu as raison, les enfants, naturellement, ils bougent, ils sont en mouvement, ils ont une diversité de mouvements, ils se roulent par terre, ils font des écarts, ils rampent, ils font plein de choses et notre corps a besoin de ça. Ils n'ont pas de TMS, les enfants. Mais la TMS, tu peux détailler? trouble musculo-squelettique, Merci. ce qui est une des conséquences les plus directes de la sédentarité avec les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et Hmm. le cancer. Mais
Mais malheureusement, aujourd'hui, si on regarde les enfants, ils sont de plus en plus sédentaires. On a même un phénomène décrit par certains sociologues qui s'appelle les enfants d'intérieur. Ça décrit des enfants qui passent beaucoup trop de temps à l'intérieur et ils ont peur du monde extérieur. Wow. Ils ont peur de parler à des inconnus. Ils ont peur d'aller jouer dehors. Ils ont peur du monde extérieur parce qu'ils le découvrent à travers les écrans. Ils l'ont découvert via leur téléphone. Mon co-auteur Victor Fersing est membre d'une association qui s'appelle Lève les yeux, qui fait des interventions dans les collèges et les lycées pour sensibiliser à l'addiction aux écrans. Et c'est assez émouvant d'avoir son retour sur ce que disent les enfants. Les enfants disent « Je sais que c'est pas bon pour moi. Je sais que c'est pas bon TikTok. Je sais que c'est pas bien que je passe autant de temps. J'arrive pas à m'en empêcher. » C'est mot pour mot ce que dit quelqu'un qui est accro à la cocaïne, qui est alcoolique, qui a une addiction XY. Et c'est pas malheureusement surprenant quand on sait à quel point ces réseaux sociaux s'appuient sur des mécanismes psychologiques très bien étudiés. Tu avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, je m'en souviens. Donc, il faut qu'on réagisse aussi sur comment est-ce qu'on protège nos enfants de ces outils qui sont sûrement juste pas du tout de leur âge. Outre le rapport des écrans aux enfants, on a aussi l'agencement des villes. Moi, j'ai grandi à Paris il y a 30 ans, mais tous les jours, je jouais au foot dans la rue. Tous les jours. J'ai fait ça, mais un nombre de fins d'après-midi et de début de soirée incalculable. Je vis à Paris aujourd'hui. Depuis 2 ans que j'écris ce livre, je me dis, à chaque fois que tu vois des gosses jouer au foot, tu le notes. J'ai une petite note dans mon téléphone. 4 fois en 2 ans. 4 fois, et à chaque fois, c'est pas dans la rue libre, c'est dans des sortes de cours d'école, des espaces délimités. Donc, on n'a pas agencé nos villes pour le mouvement et on a perdu cette habitude culturelle. Il y a des pays qui réagissent, il y a des pays comme Singapour où les promoteurs immobiliers n'ont pas le droit de concevoir un nouvel immeuble sans construire en face de l'immeuble des barres de traction, des vélos elliptiques et tu sais, d'autres petits dispositifs qui favorisent le mouvement. Génial. Mais c'est sûr qu'en France, on n'a pas de politique réelle contre l'inactivité physique. On n'a pas de politique réelle et c'est gravissime. On a une explosion de l'obésité chez les enfants, chez les adolescents et chez les jeunes adultes. On enregistre cette vidéo donc en septembre 2025, on a depuis l'été 2025 le remboursement des médicaments anti-obésité, les fameux dérivés de l'Ozempic, à partir de 13 ans. On sait pourtant que ces médicaments, oui, ils te font perdre du poids, ils te font surtout perdre du muscle. Si tu as moins de muscle, tu vas avoir encore moins d'énergie pour aller bouger. La solution pour aider nos enfants à être en activité physique, elle est pas là. L'inactivité physique, ça coûte, selon une étude de la Fondation Jean Jaurès, 140 milliards d'euros par an à l'État français. Je crois qu'on a tous entendu parler des débats sur la dette récemment. Ça va continuer. Les fameux 40 milliards d'économies à aller chercher. Inactivité physique, 140 milliards par an. C'est mathématique, ça, moi, ça ne m'étonne pas. Quand tu fais le calcul de ce que coûtent les arrêts maladie, quand tu fais le calcul de ce que coûte la prise en charge des diabétiques de type 2, etc., évidemment qu'on a collectivement tous intérêt à lutter contre l'activité physique. Il n'y a pas de politique sérieuse sur ce sujet, alors qu'on pourrait imaginer plein de choses dans l'agencement des villes, dans certainement l'obligation donnée aux entreprises d'investir dans des matériels type les sièges ballons, type les bureaux assis debout. Est-ce que c'est choquant de forcer toute entreprise à mettre une barre de traction dans les bureaux? Moi, je ne trouve pas ça choquant. Ouais. Est-ce que c'est choquant que les ressources humaines installent des élastiques, des haltères, enfin tout ce qui permet de bouger? Ça ne devrait pas l'être. Et on a vraiment besoin de ça. Autre exemple assez parlant, la Slovénie mesure le VO2 max de tous les étudiants slovènes, tous les lycéens. Incroyable. Année d'introduction d'Instagram en Slovénie, baisse du VO2 max de 25%. Oh wow. C'est pas vrai. Mathématique. Hein. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais une baisse de VO2 max de 25%, c'est énorme. C'est monstrueux. Tu as 60 de VO2 max, tu es un excellent athlète. Tu perds 25%, tu tombes à 45%.
t'es un bon gros sédentaire, quoi. Ils ont réagi. Ils ont rajouté plus d'heures d'activité physique à l'école. Ils mesurent, ils analysent, ils réagissent. Il y a plein d'exemples de politiques publiques intéressantes qu'on mentionne dans le livre, qu'on a trouvé au fil des 2 ans d'enquête. On n'en a pas trouvé en France. Je suis désolé de le dire. On en a trouvé en Slovénie, on en a trouvé dans les écoles scandinaves, on en a trouvé au Japon. Au Japon, il y a des choses incroyables. Tu as peut-être vu des vidéos des employés japonais qui font de la gymnastique ensemble dans les bureaux, dans les usines. Mais ça vient d'une politique mise en place dans les années 1920, Ouais. qui s'appelle Radio Taizo, où le gouvernement japonais avait fait un partenariat avec la plus grosse radio du Japon en disant vous allez diffuser un programme d'entraînement de 15 minutes de gymnastique avec une série d'exercices à faire. Et ils ont dit à toutes les grandes entreprises, vous diffusez ça dans les enceintes, dans les haut-parleurs. C'est super intéressant. Ouais, je l'ai vu en Asie pas mal ça. En Ouais. Thaïlande, au Vietnam, où parfois tu es en train de marcher, il est 18h et tu t'arrêtes, tu es sur une place à côté du marché public. Tu as des petites mamies qui font un peu de la gym volontaire en activant leur coiffe des rotateurs et tout. Et tu te dis, c'est drôle, c'est attendrissant, mais en fait, si tu déconstruis la vision, tu te rends compte qu'il y a une vraie préoccupation de la société et du groupe social constitué pour entretenir la santé de ses membres par des trucs qui paraissent aussi triviaux que simplement les faire bouger 15 minutes comme ça en musique en essayant de créer un élan collectif et de normaliser ça aussi, ce qui nous manque cruellement. Ouais, normaliser, ça c'est vraiment le mot-clé, absolument. Moi, quand j'ai commencé mon chemin vers l'antisédentarité, parce que j'en ai pas parlé, mais j'ai 37 ans aujourd'hui, j'ai commencé ma vie pro il y a 15 ans. Comme beaucoup de gens, j'ai commencé avec un travail de bureau. Je me suis sédentarisé jusqu'à arriver à 10 heures par jour en position assise et avec des journées qui sont vraiment les journées clichés dont parlent certains kinés, certains cardiologues. Je me réveille, donc je sors de mon lit, position allongée. Je sors de mon lit. Mon entreprise était encore toute balbutiante à l'époque, je bossais de chez moi. Je m'assois sur une chaise sur mon bureau, je commence à travailler. Pause déjeuner, je vais à la boulangerie la plus proche de chez moi, 3 minutes top chrono. Je prends un truc à emporter, je remonte le manger assis devant mon ordinateur en travaillant. Je fais mon après-midi de travail et le soir, je suis trop claqué, je me commande un truc à manger, je me mate une série sur Netflix. Je suis arrivé jusque-là. Évidemment, j'ai eu plein de conséquences. Les pertes, non pas la perte, mais la prise de poids. Quasiment 10 kilos en quelques années. Les débuts de troubles musculo-squelettiques, à savoir les raideurs, les articulations qui sont un peu figées. Et puis aussi, ça, j'essaye aussi de le montrer dans le livre, la perte de confiance. Je me rappelle de cette baffe le jour où je me retrouve avec un de mes petits frères à la plage en vacances. Il me dit, viens, on fait un sprint. Laminé. En fait, au bout de 5 foulées, j'ai mon muscle cardiaque qui s'est atrophié parce que le muscle cardiaque, c'est un muscle. Donc, plus on fait d'activité physique, et encore si on fait de la zone 2 du cardio ou de la course, plus il va grossir et donc il va pouvoir envoyer plus de jus à chaque pompe. Et c'est pour ça que le rythme cardiaque des marathoniens est très lent au repos. Moi, mon muscle cardiaque, il s'était atrophié, donc j'étais incapable de sprinter. Et ça, ce genre d'épisode, il te fait perdre en confiance. Tu te dis, OK, c'est fini, je suis trop vieux. Alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est pas que tu es trop vieux, c'est juste que tu es devenu trop sédentaire. Et quand j'ai commencé à réagir, j'ai commencé à proposer à mes collègues, aux gens de mon entreprise, de faire les appels en marchant, de plus être en visio. Et on m'a pris pour un dingue. On m'a dit, mais attends, on va pas voir ta tête, c'est quand même moins sympa. En fait, ça ne change rien à notre expérience. J'ai commencé à proposer aux gens, au lieu de faire notre réunion en étant assis dans une salle, de la faire en marchant dans Paris. À côté de mes bureaux, il y a le cimetière Père-Lachaise. Alors, c'est effectivement un cimetière, mais c'est un très beau cimetière avec beaucoup de dénivelé, avec plein d'arbres. Il est incroyable. Pareil, ça surprend, ça choque. La première réaction, c'est un peu la réticence. Alors que ça devrait être complètement normalisé. Donc, on a un sujet effectivement de changement culturel très important. Ok, c'est notre responsabilité, à toi, à moi et à tous les gens qui ont la parole sur un espace public avec suffisamment de gens qui ont confiance en eux, de faire passer ce message qui est capital et de faire comprendre aux gens à quel point il est utile et incontournable pour votre santé sur le long terme, mais aussi la qualité de votre vie sur le court terme, comme l'a dit Alex, de
bouger. Et c'est difficile quand on entend depuis des années manger, bouger plus, etc. machin. Mais bouger et lutter contre la sédentarité, c'est pas un truc de vieux, c'est pas un truc de gens malades, c'est pas un truc de gens blessés, c'est pour tout le monde. Ça fait des années que vous me voyez voyager. Quand je voyage, je suis extrêmement mobile, je suis par définition pas sédentaire. Quand je suis à la maison et quand je suis chez moi et quand vous me voyez travailler, je suis toujours en train de travailler derrière un bureau debout. Je suis toujours en train de travailler sur un tapis de marche. Quand je fais des calls, je fais des stories souvent pour que les gens se rendent compte à quel point c'est possible d'ingérer ça et d'insuffler ça dans nos vies au quotidien. Téléphoner avec ses écouteurs en se déplaçant, il y a plein de petits trucs. On va y venir sur les solutions vraiment pratiques à mettre en place pour lutter contre la sédentarité, mais je pense, et c'est notre responsabilité de mettre l'accent là-dessus, que c'est d'abord et avant tout, comme tu l'as dit, un changement de mentalité. Et c'est bon pour ta créativité. C'est ça aussi le retournement. Absolument. Le retournement total de perspective, c'est de se rendre compte qu'on a plein d'exemples historiques et aussi beaucoup d'études scientifiques qui montrent que l'activité physique, c'est génial pour la créativité. Alors, tu vois, tu as des exemples marrants dans l'histoire. Kant, le philosophe, il était surnommé l'horloge de Königsberg parce que tous les jours de sa vie, je crois qu'il a manqué l'épisode que 2 fois, à 17h, il sortait pour aller marcher pendant 1 heure. Tu as Darwin qui, lui, avait créé un chemin autour de sa maison qu'il appelait son chemin de pensée et il allait là-bas parce que il intégrait ça dans son travail intellectuel. Et on a plein d'études qui montrent à chaque fois que plusieurs groupes de personnes à qui on donne les mêmes exercices de créativité, un groupe est assis en intérieur, un autre groupe est sur un tapis de marche, un autre groupe marche en extérieur. C'est toujours le groupe qui marche et en extérieur qui a le plus d'idées créatives. Alors, on n'est pas encore totalement sûr de pourquoi l'activité physique génère plus de créativité. On suppose que ça accélère la production d'une protéine qui s'appelle la BDNF et qui, dans l'histoire, aurait vraiment favorisé le développement de notre cerveau. Tu as un paléoanthropologue qu'on mentionne dans le livre qui s'appelle Pascal Pic qui s'est intéressé justement à l'évolution de singe à homme et à ce moment où on a découvert la bipédie. Parce que le singe, il marche à 4 pattes, l'homme, il marche à 2 pattes. Le fait de marcher à 2 pattes, on a un champ de vision qui s'élargit. Comme on a un champ de vision qui s'élargit, on a plus d'informations qui arrivent sur nos rétines et ça, ensuite, ça cascade sur d'autres zones de notre cerveau et ça développe notre intelligence. Ce qui pose du coup la question, qu'est-ce que va devenir notre intelligence si on est comme ça? C'est terrifiant. On sait aussi que l'activité physique, évidemment, ça libère certains neurotransmetteurs, l'endorphine, etc. Ça met une meilleure humeur, donc c'est associé à pouvoir générer plus d'idées, une meilleure créativité. Mais du coup, effectivement, en tant que dirigeant d'entreprise, responsable de ressources humaines, on devrait se dire, mais je veux que mes équipes soient en mouvement, elles vont avoir de meilleures idées et en plus, évidemment, elles vont être moins malades, elles vont avoir une meilleure énergie et on ne va pas avoir autant d'arrêts maladie dus aux lombalgies. De ressources humaines. Le mot est important. La vie, c'est le mouvement. Moi, j'essaye d'incarner ce message en tant que mission de vie depuis des années, pas pour l'ego, pas pour l'apparence, pas pour cultiver des obsessions pour devenir des montagnes de muscles, simplement pour être heureux, en bonne santé et toujours en mouvement. On parle de l'importance de l'activité physique et de la dépense énergétique et du mouvement sur le très long terme quand on aura 70 ans, mais tu l'as dit, si de tes 20 ou 22 ans, quand tu commences la vie active, à tes 25 ou 26 ans, tu n'es pas du tout actif et tu es totalement sédentaire, le jour où tu fais un test de faire un sprint avec un petit cousin sur la plage ou aller faire une randonnée ou un petit rocking avec un sac à dos ou un trip en Norvège où tu vas faire 12 bornes par jour, tu vas prendre la claque de ta vie en te rendant compte à quel point avoir négligé ta santé et la magnifique machine corporelle qu'est ton corps pendant 3, 4, 5 ans, pas plus, ça suffit, te fait reculer complètement sur l'échelle de l'évolution et ce dont tu es capable pour jouir de ta liberté physique et que tu as complètement perdu. En fait, ça va tellement vite, on ne se rend pas compte. Ça va très vite. Ça va très, très, très vite. Et tu as mentionné un autre point super important.
on a parlé de créativité, mais tu as aussi mentionné le bonheur. Alors, la sédentarité, c'est aussi un sujet de santé mentale. C'est un sujet de santé physique, mais c'est aussi un sujet de santé mentale. Et c'est assez rigolo de voir hem, comment dire? Heu, Ça a été assez, je dirais pointé du doigt ou ça a été assez dénigré toute, la tendance, autour de la musculation ou autour de l'activité physique. On a un peu, il y a eu tout un tas de clichés, sûrement peut-être parce que la personne d'Arnold Schwarzenegger, on le voyait comme juste un gros muscleur alors qu'on pourrait aussi y revenir, c'est quelqu'un de très intelligent mais, hem, disons que les mondes de la Ouais, santé mentale et de l'activité ouais, physique, ils ont pendant très longtemps évolué en étant ultra séparés, loin des autres. ouais. Mais aujourd'hui, tous les grands psychiatres, tous les grands psychologues, ils te disent: première recommandation qu'on donne à quelqu'un qui est anxieux, qui est déprimé, c'est d'aller marcher, c'est d'aller bouger. Tu as, un psychiatre qui s'appelle Éric Griez, qui a publié un livre qui s'appelle «La marche-thérapie», qui en parle très bien. Tu as peut-être vu, la série, Stutz sur Netflix, Non. qui suit, cet acteur qui s'appelle Jonah Hill, l'acteur américain, qui, fait, une série d'entretiens avec son psy, qui s'appelle Phil Stutz. Et Phil Stutz dit, bah, globalement, quand je reçois quelqu'un pour la première séance, je lui dis: «Allez marcher tous les jours jusqu'à la prochaine séance et à la deuxième séance, on verra si vous avez toujours besoin d'aide». Et souvent, J'adore. les gens n'ont plus besoin d'aide et en fait, la sédentarité, c'est aussi je me renferme sur moi, je m'enferme dans mes pensées, je m'enferme dans mes émotions. C'est associé, plein d'études le montrent, à un isolement social et donc à une moins forte exposition au soleil, à la lumière naturelle. Bon, il y a plein de sujets en ricochet qui impactent nos niveaux d'anxiété, notre bonheur et qui peuvent favoriser, une dépression. Donc au contraire, être en activité physique, aller se dépenser, bouger le plus possible, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour notre santé mentale. Il y a aussi de plus en plus de liens, qui sont avérés entre sédentarité, temps passé sur les écrans et troubles de l'attention ou, autisme Asperger. Donc, on en revient à du bon sens, toujours et tu en parles très bien dans tes vidéos, heu, on a, malheureusement une littérature qui parfois donne trop d'importance à des détails. Je reprends l'exemple du glucose, alors que sommeil, de qualité, alimentation de qualité, non transformée, locale si possible, riche en protéines, végétaux et mouvement le plus fréquent, le plus divers possible. Avec ça, tu as fait plus que 80-90-95 pour ta santé physique, pour ta santé mentale et pour ta santé sociale. On est sur un vrai paradigme de loi de Pareto là. Mmh. C'est-à-dire que je vais dire un truc qui va peut-être vous choquer, mais il vaut mieux avoir une alimentation qui est imparfaite, manger des produits transformés ou ultra transformés de temps en temps ou même assez régulièrement, mais être suffisamment sédentaire et actif pour pouvoir avoir un corps qui est en bonne santé, une composition corporelle qui fait que vous n'avez pas trop de gras, que vous bougez, que vous avez un système musculo-squelettique qui tient la route et que vous êtes capable de courir à un rythme respectable, plutôt que vous dire l'obsession pour la perfection alimentaire et la croix que je dois porter pour, devenir une meilleure personne et je check absolument tous mes micronutriments et je ne vais que, dans les magasins bio, Mmh. je citerai pas de nom, mais vous m'avez compris et j'optimise mon alimentation à la lettre, mais je suis totalement sédentaire et je Oui. suis incapable de m'accroupir, me baisser, porter une valise, courir, 1 kilomètre en moins de 5 minutes et cetera. Ça me tue et Mmh. c'est douloureux pour moi aujourd'hui de voir que parfois on peut avoir avec des débats avec des gens qui sont littéralement, mais c'est pas un cliché, la clope au bec avec une bière à la main en train de te dire: «Non mais l'alimentation, c'est tellement important, de toute façon, si tu manges pas bio, t'as rien compris» Oui. et qui sont totalement sédentaires et qui Mmh. passent complètement à côté de ce qu'est la vraie santé. Tu sais, en anglais, on dit, «majoring in the minors», genre, Mmh. tu as plein de petites matières qui composent, ce que tu peux arriver à optimiser dans ta vie. Tu as des énormes trucs et tu as des tout petits trucs et Oui. se préoccuper de tous ces micro trucs comme, manger bio, à être sûr qu'on n'a pas d'édulcorants ou de pesticides ou de BPA dans son alimentation et cetera.
Oui, c'est important, mais ça n'est important qu'à partir du moment où vous avez conscience que vous agissez Mmh. déjà Mmh. sur les énormes leviers qui font 80% de la santé physique, cardio-métabolique, musculo-squelettique et mentale et Mmh. sociale aussi, donc c'est énorme, que sont l'absence de sédentarité, la lutte contre la sédentarité ou le mouvement et la dépense quotidienne tous les jours. Ouais, c'est très bien dit. Il y a vraiment des étages dans la pyramide et il faut commencer par l'étage le plus grand. C'est pour ça que j'étais très content d'avoir, pour la préface de ce livre, un nutritionniste, justement, Anthony Berthoud, pour aussi montrer à tous les lecteurs, lectrices que ça va ensemble. Il faut penser tous ces blocs-là de pair. C'est vraiment des effets ricochets en permanence. Si je suis sédentaire, très généralement, c'est associé à une alimentation de moins bonne qualité. L'alimentation de moins bonne qualité, elle va être associée à un moindre sommeil. Si je dors pas bien, tu le sais très bien, ma gréline, ma leptine, elles sont complètement dérégulées. Je vais avoir super faim. J'aurai moins d'énergie pour le sport. J'aurai plus de blessures. Enfin, il faut remettre de la pensée systémique, de la pensée complexe le plus possible. Je vais t'amener sur les solutions parce qu'il faut que les gens repartent de cet épisode qui est capital pour leur bien-être au quotidien avec des billes et des trucs actionnables facilement. Donc, on va évidemment en parler avant de boucler cet épisode. Avant, on met un tir sur sur le glucose parce que oui, on entend de plus en plus que le sucre, c'est terrible, c'est diabolique, que le glucose est en train de vous tuer, etc. Bizarrement, on entend surtout ça dans les cercles parisiens de Mmh. l'intelligentsia et des agences de com, etc. Regardez les gens qui sont autour de vous, qui ont une alimentation pas parfaite et qui pour autant ont des super physiques, des super compositions corporelles et qui sont en très bonne santé. Vous croyez que ça Mmh. marche comment? Vous pensez que le glucose magiquement sur eux n'a pas d'effet ou que les Mmh. mauvais nutriments de l'alimentation occidentale extrêmement transformée n'ont pas d'effet? Bien sûr qu'ils ont des effets. C'est Mmh. juste qu'ils arrivent à contrecarrer les effets potentiellement négatifs d'une alimentation pas parfaite, parce qu'on est humain et personne n'est Mmh. parfait, par un niveau d'activité physique quotidienne et un niveau donc parce que c'est corrélé de masse musculaire aussi, et un niveau de santé métabolique qui fait qu'on peut arriver à compenser ces effets négatifs de manger un peu de sucre de temps en temps, un peu de pain de temps en temps, un burger de temps en temps, ou d'aller se Mmh. faire un sushi à volonté, ou que sais-je. Et les gens obsèdent sur des détails comme Ouais. ma glycémie va monter si je mange pas des épinards et une bolée de vinaigre de cidre avant de consommer mes carottes, puis mes protéines et mes glucides. Alors qu'en fait, vous êtes en train de... Tu sais, c'est ce même du chevalier qui regarde au travers son home et qui prend une flèche juste juste dans la lucarne comme ça. C'est regarder le monde via un prisme Ouais. qui est beaucoup trop réducteur en fait. La santé, c'est pas ça. Et surtout, il faut revenir aussi à ce qu'est par exemple le diabète ou l'hyperglycémie. En fait, le sucre, c'est un problème s'il reste dans le sang, s'il n'est pas consommé. Qu'est-ce qui fait que je vais consommer ce sucre? C'est l'activité physique. Si vous êtes en train de faire une ascension du Mont Blanc, un sommet d'alpinisme, je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment d'avoir des barres très riches en glucides sur vous. Vous en allez avoir besoin pour survivre. Et donc c'est là où tout le discours sur le diabète, qui est un sujet vraiment énorme en France, hein, 4 millions de diabétiques de type 2, et là je rajoute pas les prédiabétiques, je parle pas du diabète gestationnel, enfin, Ouais, de toutes les autres troubles cardio-métaboliques, on n'est pas ouais, du tout en train de minimiser le sujet. Au contraire, ouais. on le prend extrêmement au sérieux. Donc écoutez bien ce qui arrive. Mais je te donne l'exemple de mon père, qui est diabétique de type 2. Ça fait depuis 20 ans qu'on lui parle des médicaments anti-diabète. Ça fait depuis 20 ans qu'on lui parle de ce qu'il doit mettre dans l'assiette. Mais mon père, il est sédentaire. Mon père, il a toujours été sédentaire. Il a eu un métier qui est pas un métier de bureau d'ailleurs, qui est un métier psychiatre et psychanalyste que tu fais en étant assis pendant 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour. Donc très peu de masse musculaire et très peu d'activité physique. Et ben, ce qui fait qu'aujourd'hui, son diabète est complètement hors de contrôle. Il n'arrive pas à reprendre le pouvoir dessus, malgré un capteur de glucose, etc. C'est les conséquences de cette sédentarité, les conséquences de ce manque d'activité physique. Donc là, on est en train de faire plein de choses dans la modification de son environnement pour le faire bouger. Et je suis beaucoup plus obsessionnel que ça, que de compter exactement la quantité de sucre à chacun de ses repas. Évidemment que je sais qu'il faut qu'il ait des protéines et à chaque repas, surtout vu son âge, la sarcopénie, etc.
Mais le problème fondamental dont ils souffrent, comme énormément de diabétiques, c'est le manque d'activité physique. L'absence de NEAT, les fameux, on en revient encore à ça. Et donc, dans les solutions, c'est d'ailleurs par ça qu'il faut commencer, je pense, c'est interroger les NEAT. Ok. Petit coup de projecteur sur ce qu'on se disait tout à l'heure, parce que c'est passionnant et que ça va intéresser les gens qui évidemment consomment ces contenus. On peut être sportif et sédentaire. Oui, alors on peut être sportif et sédentaire. Je donnais l'exemple effectivement des médecins de clubs de foot avec lesquels j'ai échangé. Mais tu as aussi des études assez intéressantes où on prend des personnes qui sont non sportives mais actives physiquement, donc des personnes qui, sur leur semaine, n'ont pas un sport dédié, mais par contre, elles jardinent, elles bricolent, elles marchent pour aller faire leurs courses. Et à l'inverse, on a pris des groupes de sportifs qui, eux, sont totalement sédentaires. Eh bien, la santé du premier groupe est meilleure sur tous les indicateurs. À chaque fois, ils battent les sportifs sédentaires. Donc, c'est encore une fois important de comprendre les étages de la pyramide. Premier étage, l'activité physique la plus régulière possible. Et deuxième étage, et évidemment, moi, je suis un super promoteur du sport pour plein de raisons. Euh, Rajouter des séances de sport, les faire avec des amis, les faire pour se dépasser, les faire pour se mettre des objectifs, ça c'est essentiel. Mais bien prendre conscience que on ne se lave pas les dents une fois par semaine. On se lave les dents 3 fois par jour. Et ça, je pique cette phrase au cardiologue François Carré qui fait un boulot énorme pour sensibiliser sur la sédentarité depuis des décennies. Et je pense qu'il a vraiment tout dit. Je ne vais pas limiter les moments où mon corps se dépense à mes séances de sport épisodiques. Je dois bouger le plus possible. D'autant qu'on peut faire une petite parenthèse de geek des sciences de l'entraînement, parce que c'est aussi le contenu que vous aimez dans ce que je vous partage depuis 10 ans. Mais il y a dans les recherches une petite compensation de la NEAT qui intervient à la suite de séances intenses. Je m'explique. Si vous vous dites « Ah, je vais courir comme un démon pendant 1 heure en zone 3 ou en zone 4, je m'épuise, je me rentre dedans, c'est incroyable, j'ai été super actif », ce qui se vérifie dans les recherches, et vous l'avez très probablement déjà vérifié chez vous quand vous rentrez, c'est que quand tu rentres, tu es tellement explosé de fatigue que généralement, tu vas avoir tendance à réduire cette thermogénèse non liée au sport, la NEAT, qui est une dépense énergétique spontanée. On la rappelle, c'est spontané, c'est-à-dire que c'est en fonction du degré de liberté mentale, d'énergie mentale et d'énergie physique que vous avez. Là, on est en début de journée, on est en train d'enregistrer ce podcast tous les deux, on est passionné par le sujet, on bouge dans tous les sens. Si j'avais fait un semi-marathon ce matin et qu'en plus j'avais mal dormi, je serais très probablement en train de t'écouter comme ça au fond de mon canapé et je serais beaucoup moins actif. Et ça se vérifie quand on observe les gens dans des chambres métaboliques, quand ils font des gros efforts intenses en début de journée par exemple, et qu'ensuite ils repassent à leur vie normale. En fait, ils ont une telle dérégulation du niveau d'activité physique spontanée suite à la fatigue engendrée par l'entraînement que paradoxalement, le bienfait qui découle de leur séance d'entraînement est quasiment compensé par la baisse de l'activité physique spontanée dans la suite de la journée. Ouais. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut pas faire du sport ni faire du sport intense, mais ça veut dire que parfois on peut être pris à son propre jeu de se dire « Ah, je suis un peu sédentaire, je ne suis pas très actif, donc je vais me mettre une grosse cartouche » parce qu'en plus on a cette pensée un peu on-off de se dire « J'ai été tellement un légume à rien faire que là je vais vraiment me rentrer dedans ». On se rentre dedans à outrance au point de dépasser la fatigue, la capacité ostéo-articulaire en plus, quitte à se faire mal, tu sais, ce vocable de vraiment on va se faire mal à l'entraînement. Et on revient, et en fait, on est complètement lessivé, on a du mal à se lever, on reste couché dans son canapé. Moi, les jours où j'ai l'impression d'être le plus sédentaire, c'est quand je me fais des grosses sorties trail. Tu vois, je me suis monté lit par là la semaine dernière en courant, en redescendre pareil. Je me suis dit, wow, c'était incroyable, j'ai fait 14 bornes, j'ai battu mon temps et tout. Je suis revenu. J'ai mangé un truc, je me suis hydraté et je suis resté couché pendant 3 heures sur mon téléphone à regarder mes stats sur Strava, etc. parce que j'étais capable de rien faire d'autre. J'avais mal partout, j'avais des courbatures de partout et de me dire « Ah ouais, non, il faut quand même que je bouge un petit peu parce que voilà. » En fait, ça redemande un effort supplémentaire. Donc, attention à cet effet pervers de l'activité sportive extrêmement intense qui peut être utilisé pour se dédouaner d'une sédentarité de fait au quotidien et qui, en fait, comme on l'a dit, n'est pas suffisant pour pouvoir sortir de cette espèce de labyrinthe affreux qui est que nos vies nous enferment dans un immobilisme permanent. Faire du sport, c'est génial, mais prenez conscience que
comme on l'a dit, faire du sport, même du sport intense, ne suffit parfois pas à compenser cette sédentarité. Si on a des joueurs de football professionnels Ouais, qui sont jugés par leurs médecins qui les accompagnent comme sédentaires, c'est bien la preuve que le sport, même si je serai toujours un fervent défenseur de l'activité sportive jusqu'à ma mort, le Mmh. sport ne suffit pas. Et Mmh. c'est aussi la raison pour laquelle la marche, les gars, la marche, la marche, la marche, la marche. Mmh. En ce moment, sur les réseaux et dans le monde de la musculation, on ouvre un peu le dialogue sur la marche, sur les steps, sur la NEAT, qui est un concept, quand j'ai commencé à parler avec l'équipe bayésienne de NEAT il y a 10 ans, dans le milieu du fitness, à part les Brad Schoenfeld, etc., en France, on n'en parlait quasiment pas. Aujourd'hui, les gens sont conscients qu'il faut marcher. Ça tourne parfois même à l'obsession de il faut que je fasse mes 10 000 pas, il faut que je fasse mes tant de pas par jour. Mais à la Mmh. limite, si c'est une obsession qui pousse les gens à être plus actifs et Mmh. moins sédentaires, bah, on corrigera le côté obsessionnel après, mais au moins les gens bougent et ils sont actifs. Oui. Mais bougez, faites du sport si vous en avez envie, on vous y encouragera toujours. Le sport, c'est magnifique. On développe plein de capacités physiques et athlétiques via le sport qu'on ne peut pas développer qu'en faisant du mouvement et du jardinage dans Mmh. son quotidien. Donc le sport, c'est évidemment génial, mais en plus, il faut être actif et il faut bouger. Très intéressant le point que tu mentionnes, ces recherches sur, l'impact entre, séances où je me cartonne et Ouais. les NEAT. Peut-être que justement, toi, avec ta connaissance, tu pourrais parler de la récupération active parce que ça, c'est aussi Ouais. un 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 point qui appuie beaucoup, cette volonté d'activité physique la plus régulière. À une époque, suite à une blessure, les médecins te disaient: «Bouge pas, repose-toi, reste laisse le corps tranquille». On sait maintenant, tous les kinés le disent, tous les ostéos et cetera, que la meilleure manière de récupérer suite à une blessure, c'est de se mettre en mouvement, d'activer l'hormèse en respectant les bons efforts. Mais toi qui es passé par une blessure assez conséquente, je pense que tu t'es pas rétabli en restant dans ton canapé. Ouais, c'est génial d'avoir aujourd'hui des kinés et des professionnels de santé qui sont au courant de l'évolution de la science sur ces thématiques et qui l'incarnent au quotidien et qui défendent ça dans leur message. Mais effectivement, si vous êtes blessé, il faut pouvoir remettre le corps en mouvement le plus vite possible dans la limite Mmh. de la non-douleur et de la non-aggravation des blessures. C'est-à-dire que moi, avec ma fracture du tibia du péroné, ma déchirure du ménisque et ma rupture du ligament croisé et du ligament collatéral latéral, tout ça en une fois, le lendemain, le kiné m'a dit: «OK, est-ce que tu peux marcher? Est-ce que tu peux plier les genoux?» Bah, évidemment pas. «OK, est-ce que tu peux marcher avec des béquilles?» «Oui», donc on marche. C'est pas: «Ah Mmh. bah, tu as un genou, cassé, oh là là, tout est brisé, bah, du coup, on va te mettre en fauteuil roulant et puis Mmh. tu vas rester le plus possible immobile jusqu'à l'opération. Puis tu sais, après l'opération, il y a des suites opératoires, ça va être douloureux, donc bah, tu vas rester bien tranquille et tout. Mmh. Si tu peux te faire faire du télétravail, c'est génial. Si tu peux te faire faire des arrêts, maladie par ton employeur, c'est génial». Non les gars, non, non, on bouge le plus possible. La vie, c'est le mouvement et bah, la continuité de la vie, c'est la récupération après les blessures. Ouais. Les blessures, elles font partie de la vie d'un sportif. Elles font partie du chemin quand on est un être humain. On peut avoir des accidents de la route, on peut se faire percuter par des scooters en allant faire ses courses. Il peut se passer tout un tas de trucs. Ouais. Le but, c'est d'être le plus actif possible parce que le corps a besoin de mouvement pour évacuer les toxines, permettre une irrigation des tissus comme les muscles, mais a fortiori des tissus qui sont moins irrigués comme les ligaments et les tendons, parce que un tendon, par exemple, c'est 7 fois moins irrigué qu'un muscle. Donc, si vous Mmh. avez une blessure ou une petite LMA ou une déchirure au niveau d'un tendon, il va falloir 7 fois plus de vascularisation pour qu'elle guérisse aussi bien que si c'était une blessure sur un muscle. Autant dire que si vous ne le faites pas de façon active, c'est peine perdue. Vous aurez mal toute votre vie, vous allez Mmh. traîner la douleur pendant des années. Donc, quand on se blesse, je ne suis pas kiné, mais j'en ai fréquenté suffisamment, interrogé, interviewé suffisamment pour pouvoir me permettre de relayer ce message de santé publique. Il faut, avec l'accord de vos médecins s'ils sont compétents et de vos kinés s'ils sont compétents, et je vous le souhaite, si vous n'avez pas de kiné compétent, écrivez-moi, j'en connais des dizaines, je vous enverrai voir les bonnes personnes. Bougez le plus possible Mmh. à la suite d'une blessure ou à la suite, tu vois, même une grossesse. Une grossesse, c'est pas une blessure. Oui. Mais avant, on était là, ouh là là, les femmes enceintes, il faut les protéger, etc. Quand je dis avant, c'est il y a peut-être 15-20 ans, alors qu'on sait dans les cultures ancestrales que une femme enceinte, elle n'est pas impotente. Une Mmh. femme enceinte, elle peut rester active, elle peut servir au sein de sa famille, au sein de sa société, elle peut continuer à faire de l'activité physique. Et oui, merci, mesdames qui êtes enceintes et qui véhiculez, notamment sur les réseaux sociaux, l'image qu'une femme enceinte, c'est pas une faible femme, c'est une femme forte, qu'elle peut continuer à faire de Mmh. la musculation, qu'elle peut continuer à s'entraîner si elle n'a pas de complications autour de sa grossesse, quasiment jusqu'à son terme, et que ensuite la récupération de la charge physique énorme qu'est un accouchement, peut-être le début d'un allaitement, etc., va être énormément facilitée par le fait de reprendre une activité
physique et potentiellement sportive dans le meilleur cadre possible, avec amour, avec bienveillance, avec écoute pour son corps évidemment, comme toujours, mais le plus progressivement et le plus tôt possible. Donc le secret, c'est la dose, le secret, c'est la productivité, c'est l'écoute aussi et la bienveillance, mais le secret, c'est le mouvement. J'ai une copine justement qui a été diagnostiquée d'un cancer du sein la même semaine où elle a appris qu'elle était enceinte. Oh. Donc, il y a eu des traitements qui ont été mis en place. La grossesse se passe très bien. Ok. Elle accouche dans 1 mois. La semaine dernière, elle était au CrossFit. J'adore. Et elle faisait des performances que d'autres personnes non enceintes n'arrivaient pas à faire. Donc, c'est sûr que dans le sujet de la sédentarité, il y a aussi beaucoup d'études intéressantes sur sédentarité et femmes enceintes, à la fois sur la santé de la femme enceinte et la santé du bébé, Bien sûr. selon le niveau d'activité physique de la maman. Et il faut que la maman ait été active. On n'a pas parlé d'un sujet qui nous concerne pourtant, toi et moi en tant qu'hommes. Testostérone et sédentarité. Crise de la testostérone aux États-Unis, mais crise aussi en France. Ouais. Si on veut avoir un niveau de testostérone qui se maintient après 30, 35, 40 ans, l'activité physique, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien sûr, ça aide à tous les plans. Vous le savez et vous le comprenez maintenant. Avant que vous repartiez sur ce podcast, on va terminer avec Alexandre en vous donnant les solutions au quotidien. Les miennes, vous les connaissez, je les prêche depuis 10 ans, mais on va vous donner les solutions qu'Alex a découvertes dans le cadre de son étude pour la rédaction avec son co-auteur Victor Fersing de ce magnifique livre, La chaise tue. Merci beaucoup aux éditions Erol. Il est pour moi celui-là ? Il est pour toi. Trop bien. Je ne l'ai pas encore lu, je dis qu'il est magnifique parce que je trouve que la couverture est magnifique. Et connaissant Alex depuis maintenant 3 ans, je sais à quel point il a mis du cœur à l'ouvrage pour vous proposer justement un ouvrage qui va vous être utile, autant qu'il va vous faire réfléchir sur notre condition d'homme aujourd'hui. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies et sur Internet. On mettra le lien pour pouvoir commander le livre en dessous. Partout. Ça, si vous avez un truc à offrir à Noël, je pense que ça, c'est une très bonne idée cadeau. Dis-nous, mon Alex, quelles sont les solutions à mettre en place au quotidien pour pouvoir lutter contre la sédentarité qui nous tue? Alors, il y en a beaucoup. On en a listé près de 50 dans le bouquin, à la fois en les catégorisant sur différents thèmes, le thème des transports, le thème des loisirs, le thème du travail, le thème de la famille. Ok. Je dirais les principales, selon moi. Si je devais prendre quelqu'un qui est complètement sédentaire, premièrement, je commencerai encore une fois par ces NEAT, ces fameux NEAT. Je lui dirais, on va auditer ton calendrier et on va regarder tous les endroits de ta vie, le réveil, le petit déjeuner, la routine matinale, ta première demi-journée de travail, ce que tu fais au déjeuner, ce que tu fais l'après-midi, ce que tu fais le soir, et on va essayer là-dedans de mettre un maximum de mouvement. Okay. Est-ce que tu bricoles? Est-ce que tu jardines? Est-ce que tu fais le ménage? Est-ce que tu te cuisines tes plats? Tiens, tu te fais tout le temps livrer à manger? Mais commence par cuisiner. Rien que ça. Ouais. Un truc tout simple pour l'audit. Vous attrapez votre téléphone, vous allez dans Application Santé, vous regardez le nombre de pas que vous faites au quotidien, sur la journée, sur la semaine, sur le mois. On est à 13 003 sur le mois. Sur les 6 mois, 13 180. Précise que tu es à 13 003 en moyenne par jour sur le mois. Ouais, en moyenne par jour. Sur l'année, je suis à 11 271 pas en moyenne par jour. Ça, c'est un bon audit. Ça vous permet d'arrêter de vous mentir et de vous dire, est-ce que je suis actif? Ouais, je pense que je suis actif et sportif. Tu l'as dit. Hein, ah bah non, pas tant que ça. Tu l'as dit, effectivement, il y a des technologies utiles, d'autres moins utiles. Celle-là, le compteur de pas, pour avoir un déclic sur son niveau de sédentarité, c'est vraiment bien. C'est vraiment zéro bien. Excuse, parce que par définition, tout le monde a son téléphone en permanence sur soi, même pour aller aux toilettes. Ça aide. Ça peut donner un bon déclic. Donc, commencez par le NEAT. Ensuite, interroger vraiment son travail parce que c'est l'endroit où on passe le plus de temps. Bureau assis debout, siège ballon Bloon, par exemple, c'est une marque fondée par un ostéopathe français que je trouve vraiment quali. Un pédalier, avoir dans ses bureaux une barre de traction, de quoi se suspendre, des anneaux, avoir des élastiques, avoir tout simplement un tapis de yoga. Juste un tapis de yoga. Un tapis de marche sous le bureau, si possible. Tapis de marche, par exemple. Prendre ensuite un livre de référence sur ce que j'appelle
la diversité de mouvements. Et pour le coup, le tien est très adapté pour ça, Merci, mon gars. parce que tu permets de découvrir que, tiens, mes bras, ils peuvent être comme ça, ils peuvent être comme ça, ils peuvent être comme ça, ils peuvent être comme ça. Et donc, juste se réapproprier tout ce que notre corps est capable de faire comme mouvement. Ça peut être en musculation, ça peut être en yoga. Si vous Ouais. voulez faire comme moi, découvrir les arts du cirque, c'est peut-être c'est moins simple à mettre en place dans son environnement, mais c'est possible aussi. Encore. La danse, enfin, d'essayer vraiment de comprendre tout ce que notre corps peut faire. Et après, troisième changement super important, dans les moments sociaux, la famille, les amis ou les rendez-vous professionnels, se demander à chaque fois, est-ce qu'on est forcé d'être assis? Moi, j'ai aucun rendez-vous pro qui ne se fait pas en marchant. Aucun. J'ai 5 activités pro, je dirige un organisme de formation avec une centaine d'employés, Live Mentor, je dirige une maison d'édition, je suis éditeur de livres chez Erol, je bosse pour le podcast Métamorphose, j'ai écrit ce bouquin sur la sédentarité. Il y a plein de personnes que je peux rencontrer pour ces activités. C'est hors de question que je le fasse dans un café ou dans un déjeuner. La meilleure décision de ma vie, il y a 3 ans, a été de supprimer les déjeuners d'affaires, les déjeuners professionnels, de plus jamais faire ça. Et au début, j'ai commencé par mettre mes séances de sport à ce moment-là. Et puis ensuite, parce que je voulais pas les mettre en bordure de ma vie, je voulais pas me forcer à me lever à 5 heures du matin ou les faire à 22 heures le soir. Au cœur. Au cœur, exactement. Et puis ensuite, j'ai réalisé que je pouvais toujours rencontrer des personnes et développer mon réseau et développer mes activités, mais en proposant aux personnes soit qu'on fasse le rendez-vous à distance et je ne suis pas en Zoom, je suis en téléphone, j'ai des écouteurs et je marche, soit on se retrouve, Jardin du Luxembourg à Paris, Butte Chaumont, et on marche pendant 1 heure et il y a une meilleure créativité, etc. Donc voilà, je dirais, pour résumer, les NEAT, super important. Deuxième étape, se réouvrir à tous les mouvements que notre corps est capable de faire. Tu dois le voir tout le temps dans ton activité, mais les gens ne savent pas forcément la différence entre une pompe et une traction, ne savent pas ce que c'est qu'une flexion, ne savent pas ce que c'est qu'un Jefferson curl, bon, un pont au yoga, enfin la souplesse arrière, bref, prendre un peu une bible de référence du mouvement et faire des tests. Et puis ensuite, faire des changements sur le lieu de travail, bureau assis debout, pédalier, siège ballon, barre de traction, tapis de yoga, élastique, réunion en marchant, etc., etc. S'il y a ça déjà, c'est bien complet et vous trouverez dans le livre au total quasiment une 50aine de solutions. C'était limpide. Merci beaucoup. Alex, merci infiniment de tout ce que tu nous as transmis, de l'envie de bouger que tu nous as transmise aussi. Si vous n'avez pas envie de bouger pour prendre soin de votre santé, aussi bien physique que mentale, après cet épisode de Smartfire, honnêtement, je ne sais plus ce qu'on peut faire pour vous. Là, c'est plus une sonnette d'alarme qu'on tire, là. C'est littéralement... Le logo est cool. La chaise roulante C'est le travail, sur un cercueil. ouais. C'est inspiré d'un architecte néerlandais, effectivement, qui, pour alerter, avait imaginé ce projet d'une chaise qui est aussi ton cercueil, la boîte dans laquelle tu te mets. C'est super parlant. Merci beaucoup. Je te mets tes liens pour qu'on te retrouve juste en dessous sur ton Instagram. Tu me donneras les liens qui sont pertinents pour toi. Merci d'avoir répondu à mon appel. Chers auditeurs, merci d'avoir regardé cet épisode. Et Alex, je te laisse le mot de la fin si tu veux conclure. Bah écoutez, merci d'avoir écouté jusque-là. Et peut-être un message particulier pour les personnes qui sont déjà dans l'activité physique, qui sont déjà dans le sport. Je pense qu'il y en a beaucoup dans les personnes qui te suivent. Il n'y a rien de plus beau que d'amener des gens autour de vous qui sont sédentaires dans votre monde, dans votre environnement. Évidemment que c'est agréable aussi la performance, la compétition, je le nie pas. On en parle souvent, toi et moi. Moi, je pratique les arts du cirque. J'adore aller me faire des stages avec des artistes du Cirque du Soleil qui me retournent complètement. Mais j'aime tout autant, voire plus, prendre des gens qui ne sont pas du tout dans mon univers et je sais qu'ils sont sédentaires et je sais qu'ils ont envie de bouger et les amener avec moi. Parce que moi, quand j'ai commencé à vouloir bouger et que je me suis mis au sport, j'étais pas toujours accueilli par les bonnes personnes. J'étais pas toujours accueilli avec bienveillance. On me donnait pas toujours les codes. Et moi, à l'époque, j'avais pas beaucoup de confiance dans ma capacité à bouger.
Et je crois que c'est super important de diffuser ce message, d'embarquer, de prendre avec nous, d'adapter les exercices. On peut toujours trouver des solutions pour que tout le monde participe. Et si vous avez la capacité de faire ça avec vos proches, avec des amis, avec des connaissances, vous faites un cadeau inestimable, complètement inestimable. Le cadeau de la vie. Merci mon gars. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.